François Ruffin. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé des politiques et du rapport au cinéma, etc. Mais François Ruffin, qui du coup fait actuellement sa tournée pour essayer de se faire élire président, etc. Et du coup là, il était au Flot Bleu, qui est le camping des Flots Bleus, face à la dune du Pilat, où il a donc échangé avec Fabien Otteniente, le réalisateur donc de Camping, premier du nom. Et donc il a fait ce magnifique tweet. Camping, c'était un grand film de gauche. Hier soir au Flot Bleu, face à la dune du Pilat, échange avec Fabien Otteniente, le réalisateur. Ce que nous voulons, les flots bleus pour tout le pays. La mer et la montagne pour tous les enfants du pays. Et ben, en tout cas, du coup, ça a fait beaucoup réagir. Beaucoup réagir dans les commentaires, parce que tout le monde est en mode non, mais c'est pas un grand film de gauche, etc. Déjà, c'est pas un grand film. Déjà, c'est pas un film de gauche, mais alors un grand film, enfin voilà. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde cette vidéo qui date, hein. Vidéo qui date du 30 septembre 2017. Parce que j'ai tapé Camping François Ruffin et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il en a déjà parlé ailleurs? Déjà, est-ce qu'il y a un compte-rendu de tout ce qu'il a dit ici, un truc du genre? Mais surtout, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il en a déjà parlé de Camping précédemment? Parce que j'ai déjà vu parler de films populaires, etc., des trucs du genre. Puisque, mine de rien, c'est vrai qu'on oublie quelque chose par rapport à François Ruffin. François Ruffin est césarisé, hein. François Ruffin, il a eu un César pour Merci Patron. Donc c'est quand même quelqu'un, et il est réalisateur, enfin voilà, il fait quand même je pense qu'il a fait des millions d'entrées maintenant, à peu près. Et quand même, c'est quelqu'un à la base du journalisme, etc., mais qui est aussi réalisateur, quoi, et acteur de ses propres films. Donc c'est sûr qu'il a une petite patte. Oui, 30 septembre 2017, en vrai, honnêtement, François Ruffin. D'ailleurs, je vais donner mon avis rapide sur François Ruffin. François Ruffin, époque 2017, etc. Même en vrai, on va dire jusqu'à 2023 à peu près, il y avait une frange marginale de gens de gauche qui ne l'aimaient pas, et encore, qui commençaient à dire bon, quand même, si c'est lui le candidat de gauche, je vais voter pour lui, tu vois. Si c'est lui le candidat de LFI, je voterai pour lui. Et il y avait des gens qui étaient vraiment très anti-Ruffin, mais globalement à gauche, tout le monde l'aimait bien. Genre vraiment, tout le monde appréciait bien tout de même François Ruffin et se disait ah quand même ça va quoi. Et moi à l'époque je l'aimais bien. Moi c'est vraiment jusqu'à 2023-2024 que je l'ai trouvé totalement con avec le NFP, etc. où j'ai commencé à sauter du bus. Mais et c'est sûr que l'analyse rétrospective de ce qu'il a fait. Alors évidemment, il y avait le scandale du l'islamophobie, la foot, etc., des trucs du genre. Même Mélenchon, il est prêt. Alors moi, ma théorie du complot, c'est qu'il a dit il est prêt pour le mettre sous les projecteurs et voir à quel point il est débile. Non mais il a eu des erreurs de parcours, tu vois. Mais c'était un truc qu'on passait outre, quoi. Mélenchon aussi a eu des erreurs de parcours, hein. On va pas se mentir là-dessus. Mais on passait un petit peu outre. Parce qu'on se dit, ah, quand même. Et du coup, bah, Ruffin, là, ça fait quand même beaucoup d'erreurs de parcours, et au bout d'un moment, 3 points, ça fait une ligne. Donc, du coup, quelle est son analyse marxiste de Camping? Lors de mon match de foot avec l'Assemblée nationale contre le Variété Club de France. Du coup, c'était pendant le match de foot où il avait foot pendant le truc islamophobie, j'imagine. Mais oui, je vais regarder du coup la vidéo de virage juste après, vous inquiétez pas. Ce que j'aimais bien, c'était vraiment le plus grand plus jamais PS quand on voit ce qu'il est aujourd'hui. Non mais... Et genre à l'époque, c'était quand même une folie. Et puis même ces moves un petit peu en mode je me paye au SMIC, je revers tout à des assos, des trucs du genre. C'est pas mal quand même. Et à l'époque, tout le monde était en mode ah oui, c'est quand même cool, voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont en mode non, mais c'est du populisme de toute façon. L'islamophobie, c'était 2019, pardon, c'était 2019 alors. J'ai croisé Fabien Otteniente, je sais pas comment ça se prononce exactement. Je sais pas si vous voyez qui c'est le réalisateur de Camping. J'avais déjà fait des commentaires sur Camping. Et il est venu me voir et il m'a dit ah, il y en a qu'un seul, tu es le seul. Alors, vous voyez, grand critique cinématographique que je suis. Tu es le seul à avoir vu que Camping était un film de gauche. Et je suis vachement content de tomber sur toi et tout ça. On s'est fait des selfies et machin. On devait le bouffer ensemble aujourd'hui d'ailleurs. Et puis finalement, il a annulé parce qu'il rencontre Belmondo. Donc Super. j'aurais bien voulu être invité aussi, tant qu'à faire. Mais enfin bon. Lors de l'université d'été là, de la France Insoumise, j'ai fait 10 minutes, je crois bien, sur Camping 1, Camping 2, j'ai pas vu le 3, et là il veut sortir le 4 apparemment. Ouais, encore heureux qu'il le sort pas. Non mais moi, premier degré, alors moi je suis
pour l'instant plutôt d'accord avec son analyse, hein. C'est-à-dire que moi il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode mépris de camping, bon déjà parce qu'il y a un mépris autour des classes populaires etc, mais aussi il y a des gens un peu qui tentent une forme, pas forcément d'adwokisme, mais il y a aussi des gens qui essayent justement d'y réfléchir et de dire non c'est justement un film qui fait du mépris. Et moi, alors je l'ai revu hier, juste après avoir vu Evil Dead Rise d'ailleurs pour info, mais bref, mais en tout cas je l'ai revu hier. Je vous avoue que je l'ai revu en accéléré parce que je me suis dit attends quand même j'ai juste envie de voir le discours qui est prononcé etc. La mise en scène m'intéressait pas trop et voilà, Camping n'est pas un film qui brille énormément par sa mise en scène, c'est plus un film à acteurs tout ça, et du coup je voulais voir un petit peu le discours qu'il y avait dans Camping. Et donc j'ai regardé Camping et je me suis dit putain c'est vrai que c'est un film assez classique, film social, qui est souvent plutôt orienté à gauche historiquement, et tout comme par exemple Les Tuches. Moi je trouve que par exemple Les Tuches est un pour le coup grand film de gauche. Je trouve pas que Camping soit un grand film de gauche. C'est un film de gauche. Par contre, j'aime pas classer les films selon des catégories sociales, etc. Parce que les avis des gens vont constamment changer, etc. Et puis, un film est bien plus complexe que de dire c'est un film de gauche, c'est un film de droite. Mais globalement, Camping 1, du moins, est plutôt un film de gauche. C'est plutôt un film qui va se moquer du culte des apparences. Et d'ailleurs, c'est un petit peu symbolique le fait que le personnage joué par Gérard Lanvin, qui est du coup le bourgeois qui arrive dans ce camping et à Rome fait comme les Romains, et donc du coup il va se mettre à faire du camping également. Le fait que ça soit un chirurgien esthétique, ça veut dire déjà qu'il a une fonction sociale très élevée dans la hiérarchie, mais surtout ça veut dire que c'est le culte des apparences. Et donc forcément quand il rencontre des gens qui sont totalement dévergondés, notamment des nudistes par exemple, il y a un moment avec des nudistes dans Camping, où en fait tu vois à quel point c'est des gens qui vivent normalement et à quel point c'est normal qu'il y ait des nudistes. C'est normal que tout le monde se balade en slip, c'est normal que tout le monde soit un petit peu sans gêne puisque c'est le camping justement. Donc c'est là aussi où je trouve que le film il est particulièrement pertinent. Pour autant, est-ce que je vais dire que c'est un grand film? Non, je veux dire la photo est pas très belle, le jeu d'acteur est parfois un petit peu aux fraises, enfin voilà, il y a plein de problèmes évidemment dans le film. Mais par contre, dire que c'est un film de gauche me paraît pas non plus totalement délu. Et évidemment, moi je comprends que du coup François Ruffin essaye de récupérer Camping parce que oui, bah c'est sa ligne politique aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est tout le monde qui est plutôt heureux. Camping, c'est aussi pas mal une critique, mine de rien, mais une critique un petit peu comme dans Jim Quinn par exemple, avec beaucoup d'autodérision de cette classe moyenne qui part pour le camping. Et il y a une phrase notamment de Patrick Chirac, donc le personnage de Franck Dubosc, qui dit je charbonne pendant 11 mois dans l'année pour me payer 3 semaines de vacances. Et c'est quelque chose à la fois de compatissant, et en même temps il y a aussi des moments où on voit à quel point cette classe moyenne, c'est pas juste un cliché de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a aussi de la mesquinerie, il y a aussi notamment tout l'arc avec les pics et l'emplacement 17, et ça c'est quand même un truc où tu vois la mesquinerie de ces personnages là et la mesquinerie de ces personnes avec tout ça quoi. Camping, plus grand film de gauche depuis La Grève et le cuirassé Potemkin. J'irai peut-être pas jusque là, quand même. J'irai peut-être pas jusque là. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film. Pour moi, c'est un film de gauche. Et ça montre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des profils très variés dans Camping. T'as quand même beaucoup de types de personnes et de types de personnes de classe moyenne très différentes. Il y en a, ils sont chefs de leur, enfin, petits patrons de leur droguerie. Il y en a, ils sont retraités. Il y en a, ils galèrent un petit peu entre deux emplois. Et effectivement, moi, pour avoir fait pas mal de camping, je peux vous dire que t'as tout type de profil. Mais c'est quand même un profil très classe moyenne. Et du coup, t'as très peu de gens en dehors de tout ça. Et c'est sûr que tu vois à quel point il y a plein de types de gens aussi, quoi. Donc moi, pourquoi pas son analyse, hein. Et donc, voilà, je vous propose ces 10 minutes, je vous propose cette analyse, une analyse Ça a toujours été compliqué, François Ruffin, à regarder. marxiste de Camping. Alors 10 minutes, il a fait pendant 2 minutes et quelques. Moi, concernant le camping, je préfère Franck Dubosc à Liv Boissé de Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie. C'est symptomatique de ce qu'est la gauche. La gauche, dans les années 70, elle produit donc Dupont-Lajoie. C'est quoi? C'est supposé être un Français moyen. Bompard avec des cheveux à l'époque, je suis désolé, mais il avait plus de flow qu'aujourd'hui. Bref. Qui est manifestement bête, c'est le bof à la Cabu. Il va dans un camping, comme tous les ans, il change pas. Là-bas, il picole, il viole une gamine, il la tue, et il dit que c'est les bougnoules qui ont fait ça, et donc ça va partir en sucette là-dessus. Bon. J'ai oublié qu'il disait le B-word. Je veux bien qu'on suive camping, mais c'est sorti en 2007. Est-ce que c'est pertinent de mobiliser ça politiquement aujourd'hui, et même en 2017? Moi, je suis plus d'accord avec ça, où effectivement, camping, à l'époque où ça sort, et comme le dit du coup là Ruffin ici, à l'époque où ça sort, on a
a vraiment une vision assez horrible des gens qui vont en camping. Et aujourd'hui, le camping, il a changé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camping, il a pas mal été modifié. Et les gens qui peuvent se permettre d'aller au camping... Enfin, le camping est devenu de plus en plus quelque chose de luxueux. Donc c'est normal, du coup, que le public, il change un petit peu. Parce que les classes moyennes de l'époque de camping n'ont plus les moyens. Et Patrick Chirac, par exemple, n'a plus les moyens d'aller dans un camping, sauf si sa situation sociale a changé. Et il y a plein de gens comme ça. Le camping, il a changé. Oui, voilà, c'est ça. Allez sur le B-word. Oui, non, mais écoutez. Et 2017, le racisme n'existait pas. Eh ben, c'est vrai que... J'ai déconnecté, j'ai cru qu'il parlait de camping. Non, 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 il parle de Dupont-la-Joie, du coup, d'Yves Boisset. Que je n'ai pas vu. J'ai une amie qui est très fan de Yves Boisset qui m'a dit de le regarder. Et malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et donc, voilà. Après, alors... Moi, le problème que j'aurais, c'est que du peu que j'ai vu d'Yves Boisset, moi j'ai vu du coup Le Prix du Danger et j'ai vu un autre film de lui, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent cinéaste juste dans Le Prix du Danger, avec également déjà à l'époque Gérard Lanvin d'ailleurs, qui était très bon. Et en fait, faut aussi se dire que, comment dire, la vision qu'on peut avoir du cinéma en mode ultra militant et de dire le message, enfin le film approuve tout ce qui est dit, etc. Non, les gens, des fois, juste les films racontent des histoires, et voilà. Ce qui veut pas dire qu'il faut éteindre son cerveau politique, bien sûr. Et le regard de la gauche sur le peuple, à ce moment-là. Je dis à ce moment-là parce que je pense qu'il y a eu des changements. Et ben c'est vrai que je préfère le camping avec Franck Dubosc, et notamment avec c'est quoi le camping de Franck Dubosc? C'est un gars qui arrive dans le camping, il est chirurgien, il méprise ces gens, et finalement... On parlait du Club Med chez Zawa pendant la vidéo de Mr. Fox Bigard. Le prix est passé de classe moyenne plus à des 6 000 euros par semaine, donc classe aisée plus. Pas bien sûr. Bien évidemment, mais en fait, les gens qui peuvent se permettre d'aller en vacances aujourd'hui, c'est de moins en moins la classe moyenne, bien évidemment. Franck Dubosc, c'est un gars qui arrive dans le camping, il est chirurgien, il méprise ces gens, et finalement, il finit par aimer cette sociabilité populaire. Et il est repris là-dedans. Donc je pense que Camping est plus un film de classe que Dupont-la-Joie. Mais... Personne ne connaît Dupont-la-Joie dans la salle. Non, en vrai, peut-être les vieux, bien sûr. Mais oui. Mais en tout cas, Yves Boisset est quand même un peu moins connu peut-être que Camping. Ça, c'est, je pense pas dire quelque chose de faux. Après, même le fait qu'il rapporte Dupont-la-Joie à ça, bref, c'est très symptomatique de Ruffin également. Et le fait aussi qu'il soit obsédé du coup par cette comment dire... ce côté rassemblement entre les gens, etc. Tout ça, c'est quand même très significatif aussi, quoi. Alors, Camping 2 n'est pas esthétiquement aussi bon. Ah ouais, mais quand on veut se cultiver, il faut y aller. Mais par contre, le conflit de classe, il est... Je suis désolé, j'avais pas prévu, mais les conflits de classe, il est encore plus prégnant. Pourquoi? Parce que ce camping est en train d'être... les flots bleus, donc, est en train d'être racheté par un promoteur immobilier, et une forme de résistance et de lutte s'organise dans le camping pour mettre à bas ce projet de marina. Eh bien... Bah après, il a raison, hein. En plus, il y a ce truc où c'est... Du coup, c'est avec Richard Anconina... Et je crois que la conclusion de ça, c'est qu'ils arrivent à trouver en fait un vestige ancien qui fait que du coup le camping est un site protégé, donc c'est pas possible de le racheter, etc. Un truc du genre, hein, vraiment. Et en vrai c'est sympa. Moi j'ai d'assez bons souvenirs de Camping 2 aussi. J'ai pas vu le 3 pour le coup. Mais moi Camping c'est des films de l'enfance aussi, hein, bien sûr. C'est des films où je les matais pour le coup en camping d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus quelque chose de milieu aisé quoi, d'aller en camping. C'est ça aussi où c'est peut-être pas si malin que ça de le mobiliser aujourd'hui. Et en fait c'est très représentatif d'une époque mine de rien camping. Et bah le film il a plus de 20 ans. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible, quoi. Ce n'est plus possible de le défendre de la même manière aussi. Et à l'époque où ça sortait, par contre, oui, il fallait le défendre comme film. Et mais dès que juste partir en vacances, c'est devenu un truc de riche. Si t'as pas les bons plans logement et mobilité pas cher, c'est mort. Bah bien sûr, faut partir à plusieurs, faut scruter les Airbnb, demander à des potes s'ils ont des trucs. C'est pour ça que tout le monde est en mode sous-location en ce moment sur Insta, c'est insupportable, hein. Les gens, les plans sous-location de merde des gens en mode, je sous-loue mon appart du 13 juillet au 14 juillet. Genre, vraiment, allez vous faire foutre, quoi. Les vacances, c'est rentré chez les darons maintenant. Bah oui, mais moi je dis ça, mais ça fait depuis 2018 que je suis pas parti en vacances, quoi. Hormis chez mes darons. Genre vraiment.
J'espère que dans la mise à jour du programme de LFI, il y aura la création d'une ALD spéciale pour payer les séances d'orthophonie à Ruffin. J'espère. Bon, après, il s'est amélioré tout de même. Il s'est amélioré. Mais moi, je suis plus ou moins d'accord avec son analyse. Hein. À l'époque, même en 2017, je comprends qu'il fasse cette analyse-là. Hein. En 2017, mais c'était il y a quasiment 10 ans. Donc, je comprends qu'il fasse cette analyse-là aussi. Et surtout, bah oui, effectivement, Camping, c'est un film à l'époque où il sortait vraiment de gauche, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je sais qu'on peut faire la même analyse, et pour le coup, c'est plus accurate des tuches. Les tuches, pareil, il y a ce côté, alors moins peut-être moins subtil par moment aussi, mais plus efficace dans sa lutte. Bah oui, ça fait quoi quand t'es prolo et que tu vas chez les riches? Pour le coup, c'est l'inverse d'ailleurs dans les tuches. C'est des prolos très camping dans l'esprit qui vont chez les riches. Et ça, c'est intéressant aussi, mine de rien. Et je trouve que toute la saga tuche, moi je suis pas très fan du 2 et du 4, mais j'aime beaucoup le 1 et le 3. On a déjà parlé ici la semaine dernière avec Horty, mais je trouve que les tuches c'est vraiment une super saga, quoi. Les tuches, oui, mais c'est le paradis de français, les tuches, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, moi je me suis dit, tiens, petit stream tranquille, je vais regarder donc François Ruffin parler de camping, les réactions qu'il peut y avoir, etc., des trucs du genre. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de gens citer son tweet, tout ça, et moi je suis désolé. Alors bon, déjà j'ai fait ma petite citation, mais voilà. Mais je suis désolé, mais typiquement les gens qui sont en mode, on a Ken Loach, on a Robert Guédiguian, on a les frères Dardenne, le type nous sort camping. Tout mon respect à Ken Loach, Guédiguian, les frères Dardenne. Mais déjà, je pense qu'on peut noter qu'il peut y avoir une forme de critique envers ces cinéastes-là. Robert Guédiguian, pour le coup, moins, bien sûr, parce qu'il est très engagé, et puis franchement, c'est quand même un sacré chic type aussi. Mais les frères Dardenne, Ken Loach, c'est quand même des auteurs qui sont très critiqués, notamment dans des bouquins comme par exemple le Bourgeois Gaze. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même un truc où c'est quand même un regard très bourgeois sur la classe prolétaire, et à un moment donné, c'est un peu, comment dire, c'est un peu compliqué de ne pas voir ça aussi. Et à côté, il faut être honnête aussi, c'est pas des cinéastes qui font des 1000 et des 100 d'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est des cinéastes de gauche si on veut, et encore une fois, ça peut être remis en débat, mais pour autant, bah oui, c'est pas des grands films de cinéma et des grands films qui font beaucoup d'entrées, quoi. C'est-à-dire Ken Loach, je sais même pas s'il a déjà dépassé le million d'entrées, je suis pas trop sûr. Donc voilà, je déteste Ruffin, des trucs du genre, enfin voilà. Ça fait depuis 10 ans qu'il sort sa tech sur Camping qui est de gauche, c'est quand qu'il se met au travail pour renouveler... Bon, ça, c'est un politique qui parle de plein de trucs, mais voilà. Mais en tout cas, je sais pas, ça m'a un peu énervé. C'est ni de gauche ni de droite, c'est un grand film populaire, bref. Qui a fait comprendre aux Parisiens pourquoi la suppression des départements sur les plaques minéralogiques était une vraie ânerie. Oui. Mais bref, en tout cas, il y a plein de gens qui le haïssent. Camping est un film de droite, oui, voilà. C'est pour ça que ce débat me casse les couilles. C'est que les gens sont juste en mode, c'est un film de gauche, c'est un film de droite. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve, vraiment. Du coup, il n'y a pas de débat, en fait. C'est juste un truc en mode, non, mais en fait, ça veut dire que tu n'es pas assez de gauche parce qu'ils considèrent Camping comme étant de gauche, etc. Ah, putain. C'est vraiment ça m'énerve, quoi. Le film explique qu'un prolo n'est pas une merde, mais que face aux gens plus riches, il y a pas match, que c'est difficile d'entendre. C'est pas du tout le cas, justement, ils s'entendent, enfin, vraiment. Mais par contre, pour le coup, c'est toute la démarche de Ruffin, et je comprends totalement qu'il soit là-dedans, et qu'il soit dans ce côté réconciliation. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, voilà, je me suis dit, tiens, il y a quand même ce tweet là qui fait un petit peu parler, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que Ruffin, à un moment, il faudrait peut-être se le faire, quoi. Et puis voilà, je me suis dit, bon, allez, on va parler un petit peu de camping, ça fera une petite pastille. Et il se trouve que il y a une vidéo du coup de la chaîne Virage. Moi j'ai déjà réact ici à du Virage. Non, j'ai pas réact à du Virage, mais j'ai déjà invité les types de la chaîne Virage, donc Maya et Kamel. Et c'était vraiment super chouette de les inviter. On a fait un bingo ensemble, etc. Je vous invite les gens à suivre les vidéos de la chaîne Virage, qui je trouve est une super chaîne YouTube analytique. J'ai vu quasiment toutes leurs vidéos. Je crois que j'ai vu toutes leurs vidéos, du coup, j'ai vu toutes leurs vidéos là comme ça, et notamment la vidéo sur Barbare m'a beaucoup donné envie de voir le film, du coup, donc c'est Barbarian de Zach Cregger. Je suis pas toujours d'accord, typiquement la vidéo sur une bataille après l'autre, etc. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que c'est un débat
plus profond peut-être, un truc du genre. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment des super vidéos et j'invite tout le monde à aller les voir. Et pour le coup, moi, c'est le genre de chaîne que j'attendais depuis des années, quoi. Une chaîne qui mêle cinéma et politique. Il y avait déjà cinéma et politique, évidemment, mais une chaîne qui mêle comme ça cinéma et politique dans des angles que j'apprécie encore plus, etc. Où on est vraiment, pour le coup, sur la même ligne. En plus, voilà, Maya et Kamel, du coup, on s'est vu récemment quand j'étais à Marseille, etc. Adorable personne, enfin, voilà, pas de galère. Mais du coup... ça m'a rendu curieux parce que c'est vrai que Maya depuis quelques mois maintenant elle fait des recherches par rapport au film de Ruffin. J'ai vu et je sais que les gens pourront peut-être en parler, le commentaire de Cinéma Politique qui a dit ah quand même bah ça ressemble quand même beaucoup à l'article que j'ai pu faire pour Revue des idées et des je sais plus là le truc là revue des livres et des idées. Je mets d'ailleurs en avant l'article parce que même si je ne l'ai pas lu il a l'air quand même vachement bien et puis je fais confiance en Cinéma et Politique qui est quand même une super chaîne. Pour autant, moi je sais que Maya elle bosse sur ça depuis quand même plusieurs mois. Elle bosse quand même sur ça depuis des mois et des mois. Et que pour le coup on en a même discuté et tout. Elle m'a assuré vraiment n'avoir jamais entendu parler de cet article là. Donc voilà, c'est juste que visiblement ils arrivent aux mêmes conclusions. Ça ne m'étonne pas quand t'as à peu près la même ligne quoi. Mais bon, voyons voir du coup cette vidéo. Et voyons voir les critiques qu'il peut y avoir. Déjà, moi je sais qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il y a quand même tout un chapitre consacré sur l'antiracisme avec du coup une interview d'Olivier Marbeuf, etc. Je vois pas de mention, je vois vite fait une mention d'antiracisme dans Revue des livres, dans l'article du coup de Revue des livres et des idées, mais sinon c'est pas du tout abordé dans l'article de ce que j'ai pu voir. Encore une fois, j'ai pas lu l'article, j'ai juste fait un CTRL F à un moment, et puis voilà. Mais bref, voyons voir donc du coup la vidéo de Virage. Quand la BD de François Ruffin est sortie, beaucoup de gens se sont demandé comment un député censé être de gauche pouvait pondre un truc aussi raciste. Et si je vous disais que loin d'être un dérapage, cette idéologie était là depuis le début, dans ses films, que Ruffin en ait conscience ou non. Alors sachez que moi d'ailleurs, premier degré, j'aime beaucoup les films de Ruffin. Peu importe ce que je pense de la personne, etc. Au boulot, j'étais quand même moins fan. Mais déjà parce qu'il y avait eu ce virage idéologique un petit peu progressivement, etc. Tout ça. Au boulot, je crois que c'était 2025. Et du coup, Debout les femmes, c'est 2023. Je les mets encore un petit peu. Mais Merci Patron, bah, forcément, j'ai beaucoup kiffé à l'époque. Je veux du soleil, j'avais vraiment bien aimé. Et Debout les femmes, je vous avoue que c'était même un de mes films préférés de son année. Hein. Je sais plus, je crois que c'était 2023, si je me trompe pas. Mais vraiment, j'avais adoré Debout les femmes. Hein. Et je trouve que, mine de rien, c'est quand même un type qui fait des assez bons documentaires en termes de rythme, en termes d'humour, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Au boulot, j'avais quand même des doutes, encore une fois, idéologiques, etc. Mais c'était le seul où vraiment je me disais, ah, quand même, il y a un truc à dire. Je trouve, mine de rien, que en termes de forme, c'est toujours la formule Ruffin et Gilles Perret d'ailleurs, parce qu'ils sont deux réalisateurs. Il y a aussi Gilles Perret sur la majorité de ses films, donc voilà. Alors là vous vous dites, attends, autant sa BD et ses prises de parole récentes sont choquantes, autant ses films, c'est des incontournables du cinéma de gauche, oui. Non ? Désespoir, première. En analysant la mise en scène putain, le cut est dur. Hein. Film de Ruffin, on va se plonger dans la face cachée de documentaires qui, en réalité, servent d'alliés au grand patron et à l'extrême droite. Parfois c'est subtil, parfois ça l'est pas. À la fin de cette vidéo... Après, alors, moi je vous avoue que la take autour du film, du coup, donc du dernier... Au boulot, le film sur Sarah Salman, en mode ah bah quand même Sarah Salman elle a vraiment changé. Moi je suis plutôt d'accord. Effectivement elle a vraiment changé hein, là-dessus Sarah Salman. Donc c'est plutôt salutaire hein. Et franchement moi je trouve ça cool le virage qu'il y a pu y avoir de la part de Sarah Salman où vraiment elle a changé. Moi j'avais peur de non mais de toute façon je sais vraiment que c'est des... Parce que du coup ce qui s'est passé autour de Au boulot c'est qu'en gros t'as Sarah Salman, donc une meuf vraiment de droite à mort, etc. sur les plateaux télé, qui est en mode ah non mais les assistés, etc. tout ça, et t'as Ruffin qui dit non mais venez on va travailler une semaine. Et en fait moi c'est vrai que de loin et même en voyant le documentaire je me suis dit non mais au bout d'un moment comment c'est possible, c'est à dire que t'as du coup Sarah Salman qui va juste aller sur des plateaux plus tard et qui va dire non mais moi j'ai vraiment travaillé hein. Il y a même un film sur ça, etc. Et je sais que c'est des assistés tous parce que ça va, c'était pas si dur que ça, et puis voilà, même si parfois c'est un petit peu compliqué, mais au bout d'un moment oui tu te serres la ceinture et puis voilà. Je pensais que ça allait aller là-dedans, mais finalement Sarah Salman elle est assez basée dans ses prises de parole un petit peu récentes, pas toutes évidemment, mais elle a un petit peu changé quoi. Vous comprendrez pourquoi les films de Ruffin sont la preuve de l'échec, au cinéma comme en politique,
de la stratégie des fâchés pas fachos, selon laquelle c'est en sacrifiant On voit si tu vas changer d'avis après la vidéo. Je suis sûr que je vais changer d'avis, ça par contre. l'antiracisme qu'on émancipe les classes populaires. On va y aller par étapes, l'analyse va se densifier, donc restez bien jusqu'au bout. Ah. Sur Ruffin, filmer les pauvres rend-il un film de gauche? Je suis d'accord. Partie 1, la France d'en haut et la France d'en bas. Peu importe la diversité des sujets abordés dans chaque film, les laissés pour compte des délocalisations de l'empire LVMH, les gilets jaunes, les conditions de travail des auxiliaires de vie ou encore l'ignorance des riches sur la précarité au taf, à chaque fois, le FRCU, le François Ruffin Cinematic Universe, c'est toujours la même recette. Des road movies dans une bagnole utilitaire de prolo, une playlist de prolo, avec que des anecdotes, des snacks. Merci beaucoup, Ref au top. Ça, par contre, c'est un vrai truc où vraiment, tu es député. tu gagnes 7000 balles par mois. Oui, tu te payes au SMIC, etc. Mais va pas faire crari. T'as vraiment. T'es là avec tes chips, etc. Genre, ça va. Tu vois, et c'est. Moi, je sais que la scène qui m'avait un peu dérangé au boulot, c'était quand il allait au resto avec Sarah Salman et qui était en mode. Oh, quand même, c'est très cher. Je suis en mode. Les gars, oui, c'est un restaurant de luxe. Bien évidemment que c'est très cher. Et des items de prolo dedans. Cette bagnole, il y a un mélange d'odeur, de reblochon. En plus, il touche des droits d'auteur de fou. Mais c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait, il a accumulé une... comment dire? Alors déjà, oui, il vient de la petite bourgeoisie à la base, etc. Je vais pas faire un truc en mode métier des parents parce que je sais plus. Mais en tout cas, il vient quand même d'un milieu journaliste. Il était dans la même école qu'Emmanuel Macron, ça quand même. Mais bon, ça, je crois que c'était juste le lycée, etc. Et il y a quand même un truc où, effectivement, son film, du coup, Merci Patron... on peut regarder d'ailleurs, mais merci patron box office, parce que ça a été un carton pour le coup. Merci patron, plus de 500 000 entrées pour un documentaire, c'est l'équivalent de faire 5 millions d'entrées. Genre vraiment c'est un carton de fou, et du coup bah forcément ça rapporte. Je veux dire 500 000 entrées, 5 x 3, ça fait 3 millions, donc il y a la moitié, etc. On va dire qu'il a gagné plus de... En étant vraiment le plus bas possible par rapport aussi aux gens qui ont produit le film, etc. Il y a possibilité qu'il ait gagné plus d'1 million grâce à ce film-là. Sans compter les reventes plus tard, sans compter parce que c'est un film qui a aussi beaucoup marché en dehors du cinéma. On va dire qu'il a gagné à peu près plus d'1 million d'euros. Donc vraiment, au bout d'un moment, il a des moyens, François Ruffin. Plus... tous les trucs externes à côté dans sa fonction de député, etc. Dire au bout d'un moment, c'est vraiment pas quelqu'un qui gagne que dalle, quoi. C'était sa sœur qui était dans la même salle que Macron, je crois. Ok. Il singe trop le prolo, il abuse. Après, voilà, qu'ils se sentent plus proches esthétiquement, des trucs du genre, pourquoi pas. Mais voilà. Qu'il fasse des films, d'accord, mais est-ce qu'il peut les sortir avec des affiches pas moches, par contre. Alors, après, les films de Ruffin, Letterboxd. mais les films de Ruffin, je trouve que pour le coup, il y a des affiches qui sont pas trop mal. J'aime bien le style dessiné Charlie Hebdo, où je sais plus, je sais pas si c'est Jules qui les fait celle-ci, mais voilà. Mais j'aime bien le style dessiné comme ça. Genre vraiment au bout d'un moment, j'aime bien, c'est plutôt joli, c'est voilà, pas de galère. Mais moi Debout les femmes, moi je me souviens, j'avais vraiment kiffé. Hein. Et voilà, et c'est a priori, oui, c'est un film qui a été très populaire en son temps, etc. Bien sûr. Et de gasoil. C'est quoi l'objectif du road trip? Rencontrer des gens et recueillir. Il a le droit de pas se comporter comme un bourge, mais il force le trait pro-look, je trouve ça gênant. Oui, moi je suis d'accord par contre que, au bout d'un moment, assume qui tu es aussi, quoi. Et de gasoil. C'est quoi l'objectif du road trip? Rencontrer des gens et recueillir leurs témoignages qui composent vraiment 90% de ces films. Devant ces films, il y a un truc qui te saute aux yeux. Absolument tous les témoignages sont hyper durs. Mais vraiment, c'est des situations de précarité extrême. On parle que de salaires à 450 € et 19 centimes, de personnes amputées des 2 jambes, des gens qui n'ont pas mangé depuis 3 jours ou qui, à 60 ans, ne sont jamais partis en vacances. Et la liste, elle est vraiment longue. Oui. C'est révoltant. C'est très dur d'ailleurs, généralement, à regarder les films de Ruffin. Alors ça fait très usurpeur pour les banlieues, mais c'est quand même très dur à regarder, mine de rien, les films de Ruffin. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc où il y a des témoignages qui sont très durs. Notamment, moi je me souviens de Debout les femmes. Et c'est là où je trouve son dispositif d'ailleurs au boulot, qu'il arrive à son terme. Parce que généralement, en fait, t'as Ruffin, force tranquille, et t'as les personnes aussi qui l'accompagnent, qui sont plutôt force tranquille, etc., qui sont face à un témoignage où la personne est en larmes, etc. Et bah, dans Au boulot, justement, je trouve qu'il... Alors, par la force des choses et du montage, évidemment, qu'en fait, il y a un moment où il y a un témoignage, et t'as Sarah Salman qui doit s'éloigner pour aller pleurer. Et ça, je trouve qu'il y a un côté où, en termes
documentariste où ça fait très la scène dans Grizzly Man qui est très connue, la scène où t'as Herzog qui écoute un témoignage et t'as sa réaction et t'as la réaction de la mère qui regarde Herzog, etc. Donc ce procédé très de distanciation, mais pas dans le côté brechtien, mais de côté où en fait on met de la distance à de la distance. Et en fait je trouve que là-dessus il y a trop un côté, mais c'est un peu un côté aussi comme c'est une critique qu'on fait beaucoup à Spielberg, c'est de dire que Spielberg en fait il te montre des beaux plans et après le plan d'après c'est un personnage qui regarde le paysage et qui dit c'est beau. Je n'avais pas besoin de le savoir. Et tout comme là du coup dans Au boulot, je n'avais pas besoin de voir Sarah Salman pleurer face à ça. Mais qu'est-ce que ça te dit en fait que Sarah Salman pleure finalement? Et c'est là aussi où je trouve que son processus arrive à son terme avec ce film là, parce que justement c'est un film en binôme et c'est un film où vraiment François Ruffin n'est plus le protagoniste et c'est Sarah Salman. Et c'est compréhensible que François Ruffin soit le protagoniste de ces films, même de Boules et Femmes, hein, même s'il y a Bruno Bonnell, je crois, c'est le mec qui a dirigé Infogrames et tout, même s'il y a Bruno Bonnell, c'est quand même plus un buddy movie entre guillemets entre les deux. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la structure, qu'un film centré sur François Ruffin qui va visiter des gens. Et c'est là où je trouve que le processus arrive vraiment à son terme, quoi. Ça brise le cœur. Mais posons-nous la question. Pourquoi le choix de ces récits-là? Le cinéma de Ruffin, c'est pas un hommage aux pauvres. Parce qu'il y a une autre catégorie omniprésente dans ces films, les ultra-riches. Bernard Arnault et ses sbires chargés de sa réputation dans Merci Patron, Macron dans Je veux du soleil, l'Assemblée nationale et le macroniste Bruno Bonnell dans Debout les femmes, et enfin Sarah Salman, avocate et chroniqueuse télé d'extrême droite dans Au boulot. C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Il y a tellement pas de classe moyenne dans ces films que ça en devient limite une blague. Est-ce qu'on est des mauvaises personnes si on prend du plaisir à la voir pleurer? Sarah Salman? Non, mais en fait c'est ça aussi, c'est-à-dire que en fait je sais pas exactement quelle est la réaction voulue par François Ruffin dans le fait de montrer Sarah Salman en train de pleurer. Est-ce qu'il veut qu'on jubile de voir une femme pleurer face au témoignage tout à fait légitime de quelqu'un qui je crois est auxiliaire de... Je crois que la personne en question est auxiliaire de vie au moment du film, etc. Je l'ai vu à sa sortie Au boulot. Et forcément, comme c'est des témoignages qui s'enchaînent, je peux confondre entre les témoignages. Mais est-ce qu'il veut qu'on jubile de voir Sarah Salman pleurer, mais du coup, ça décrédibiliserait également le témoignage de la femme? Est-ce qu'il veut qu'on se sente en empathie? Mais du coup, bon, évidemment, on sentira en empathie pour la femme qui donne son témoignage. Mais du coup, aussi, on se sentira en témoignage de voir une bourgeoise pleurer. Genre, en fait, je trouve que là, il est dans un entre-deux où il n'est pas arrivé à choisir, en fait, ce qu'il avait voulu montrer avec ce plan-là. Dans son dernier film, Ruffin invite Sarah Salman à vivre la semaine d'une personne au SMIC en essayant des boulots pénibles. Tout au long du film, on a plein d'aperçus de sa richesse illimitée, mais Lago te dit quand même... Quand je suis dans mon quotidien, je me considère comme classe moyenne. Visuellement, cette binarité, elle s'incarne dans un procédé précis, le montage alterné. Dès le générique de début de Je veux du soleil, Ruffin raccorde les discours de Macron et sa voix agaçante avec des images de gilets jaunes qui sont archi peaceful. Les porte-voix d'une foule haineuse. Un procédé qui répète plein de fois dans le film. Dans Merci Patron, c'est des images et des graphiques sur la fortune exponentielle de Bernard Arnault, puis on a un cut sur un autre graphique montrant cette fois l'explosion de la misère en France. Pareil ici, on passe de la fête du village organisée par le Secours populaire d'Abbeville à des plans de Sarah Salman en soirée privée aux Galeries Lafayette à Paris. Oui, ça, je trouve c'est le meilleur moment aussi. Enfin, quand Ruffin fait ça et quand Ruffin utilise le montage alterné, je trouve qu'il est assez bon là-dessus, justement, pour voir la différence de classe. Évidemment, je vois la critique, par contre, du fait de dire ça montre jamais la classe moyenne, etc. Pour autant, alors bon, déjà c'est la take de Ruffin, hein, bien sûr, c'est de montrer qu'il y a des riches et des pauvres, etc. Et ça peut s'entendre, hein, d'ailleurs. Mais pour autant, je sais qu'un film peut pas être exhaustif également. Un film peut pas tout traiter. On avait dit ça par rapport à Jim Quinn notamment, en mode bah oui, le film est concentré sur la communauté gay et peut pas aborder d'autres communautés tout du long. Pour autant, c'est vrai que analyser ces films sous un angle politique montre qu'il y a un petit creux, bien sûr. C'est mieux là qu'au Secours populaire d'Abbeville. La question maintenant, c'est comment de France, si éloignée... C'est le procédé des manuels d'histoire favelas quartier riche, oui. Vous avez tous l'image en tête. Je sais que vous avez tous l'image en tête. Ne se voit et ne se parle plus, pourrait-elle se retrouver, se parler au-delà des fractures? C'est là le problème. Carnaval et médiation, Ruffin à la rescousse. C'est la théorie de François Ruffin en politique
comme dans son cinéma. L'idée selon laquelle, entre les riches et les pauvres de France, il y a juste un souci de communication et qu'il n'y a qu'un moyen de la rétablir, une personne capable de circuler entre les deux mondes. Attention, attention, qui sait que ça va bien pouvoir être? Ouais, c'est Ruffin. C'est Ruffin. Ah, Ruffin, le sauveur, bien sûr. Non mais oui, de toute façon, là on rentre dans le vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a trop ce côté Ruffin, le sauveur. Je pense que ce qui manque dans tout ça, vous savez, c'est le dialogue. Au fond, ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. Et là, bon, c'est la rencontre de deux mondes. Pour mener à bien cette théorie du médiateur, Ruffin a élaboré une méthode, le carnaval. Le principe du carnaval, c'est l'inversion des rôles. Le haut est en bas, le bas est en haut. Le principe, le meilleur moyen Mais c'est la scène du Charivari dans le bossu de Notre-Dame. d'écouter et de comprendre l'autre, c'est qu'on inverse les places. Et ça traverse tous ses films. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un carnaval ? Un déguisement. C'est là dès son tout premier film, Merci Patron, où Ruffin se met lui-même dans le rôle. Après, c'est vrai que du coup, effectivement, en rétrospective, le cosplay de Ruffin en mode I Love Bernard et tout. Oui, le temps d'une soirée. Oui, voilà, c'est ça. Le carnaval, ça ne dure qu'une soirée. Et c'est là aussi où il y a une faille dans le raisonnement autour de Au Boulot. C'est-à-dire que, oui, tu ne peux pas vivre. C'est quoi vivre au SMIC quand tu es là à bosser une semaine? Parce qu'en fait, tu sais que c'est une semaine et qu'après, c'est terminé. C'est quand même bien plus cool. C'est-à-dire, moi, quand je fais des semaines d'intermittence et que je fais une semaine d'intermittence, je sais qu'elle est terminée après et que le futur est incertain, mais que je sais que dans tous les cas, ça sera pas pire qu'actuellement. Et bon, comme si l'intermittence c'était vivre au SMIC, etc. Le problème du SMIC, c'est quand tu rentres dans ta première semaine de SMIC, dans ta deuxième, dans ta troisième, dans ta première année, deuxième année, troisième année, et que tu commences à te dire, ça commence à durer. Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Et déjà, il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité-là. Je repense d'ailleurs, il y a une scène dans Collatéral où t'as du coup le chauffeur de taxi, Max, qui dit à Vincent non mais ça c'est mon side gig, enfin c'est un truc temporaire, le temps que je monte ma petite entreprise, etc. Et en fait Vincent, du coup le mec à l'arrière, lui demande mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Il dit 12 ans. Oui, au bout d'un moment, quand ça fait 12 ans que t'es chauffeur de taxi, c'est un petit peu long avant de monter ton propre business. Donc peut-être, est-ce que t'es coincé là-dedans, finalement? Et il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC, enfin, je dis ça comme si c'était une espèce extraterrestre, mais non, il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC et qui, en fait, galèrent à mort et n'arrivent vraiment pas à s'en sortir et n'arrivent pas à avoir de possibilités en dehors. Moi, j'ai beaucoup de potes, en fait, ça fait des années qu'ils sont dans un taf, etc., et qui commencent à craquer, qui commencent à ne plus en pouvoir, etc., et parce qu'ils sont en mode, non mais là, j'en peux plus. Ça fait des mois que je suis à découvert à la moitié du mois, etc., je n'en peux plus, vraiment. Et c'est un truc, en fait, c'est comme... Enfin, j'aime bien la métaphore de ces Jean Covici qui parle du réchauffement climatique et qui dit, on lui dit non mais 1 ou 2 degrés de plus c'est pas tant que ça, mais en fait il faut s'imaginer une bouilloire, c'est-à-dire que au bout d'un moment tu montes les degrés, à un moment ça bout, ça peut même exploser, et vraiment il faut s'imaginer ça, et il y a des gens comme ça où c'est progressif quoi, vraiment, et donc c'est pas juste sur une semaine, et c'est pas parce que Ruffin... Parce que pareil, Ruffin, il est dans une position un petit peu similaire, mine de rien, à Sarah Salman. Il peut sortir très facilement de là où il est. Donc, est-ce qu'il peut vraiment rentrer... Alors, il peut rentrer en empathie, ça bien sûr. Mais est-ce que ça devient les personnes qu'il filme? Bah, pas nécessairement. Parce que forcément, quand t'es François Ruffin, si à un moment il a une galère de thunes, il est député de la nation. Donc déjà, je crois qu'il a une forme de retraite, etc., des trucs du genre. Donc même si à la fin de son mandat, là, qui arrive d'ici quelques années, on va revoir, etc. Du coup, la fin des mandats pour les députés, là, c'est en 2027 ou en 2029, enfin 5 ans après, bref, je sais plus. Mais en tout cas, il a ça, et au pire, s'il a des galères, bah oui, il coupe le robinet vers les associations, et il est à 7000 balles par mois. Donc oui, ce n'est pas du tout la même chose. 2027, accordez vos violons, mais je crois que c'est 2027 que ça s'arrête du coup. D'un mec fan de Bernard Arnault, puis fait même une transformation physique pour se déguiser en fils d'ouvrier, licencié par le milliardaire. Il aide sa famille à obtenir un dédommagement sans que la chim réputation de LVMH se rende compte qu'ils ont Ruffin en face d'eux. Dans Je veux du soleil, son deuxième film, il va à la rencontre des Gilets jaunes, où il répète souvent « Si j'étais Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous me diriez ?» pour donner aux pauvres une sorte d'espace de parole officiel, bien que fictif. Et ça culmine dans Au Boulot, où Ruffin compte changer l'idéologie de Sarah Salman en la faisant vivre comme une pauvre parmi des vrais pauvres. Mais penchons-nous sur cet exemple, parce que c'est très révélateur du fait que cette méthode est une vaste carotte. On nous parle d'une inversion entre les riches et les pauvres.
Mais les pauvres, on a vu qu'ils étaient cantonnés à une seule fonction dans ces films, livrer des témoignages hardcore du Nord. Oui. Autrement dit, ils figurent au carnaval, mais ils n'y participent pas. Pour Salman et Ruffin, c'est une expérience sociale rigolote. Les pauvres, eux, ils sont sur leur lieu de travail, surveillés par leur patron. Ils vont pas s'amuser à dire c'est bon, maintenant les riches, ils sont à mon service. Ruffin, par contre, si. J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. Oh là là, c'est vrai que ce moment-là, enfin, c'est au boulot, je trouve que c'est son plus discutable, vraiment. Il n'empêche qu'il est rigolo comme film, etc., tout ça, mais quand même, c'est vraiment son plus discutable, je trouve, et c'est surtout, moi, cet aspect-là de... et c'est un truc qui revient, du coup, très souvent dans sa carrière. Il y a beaucoup moins ça de souvenirs dans Le Jeu du Soleil, mais en fait, il y a ce truc il y a le quart d'heure de gloire de telle personne, et qui, après, disparaît totalement. Genre, vraiment, il y a souvent ça dans les films de Ruffin, et je trouve qu'à la longue, ça devient un peu compliqué, quoi, ouais. Et ça contamine même la mise en scène. Par exemple, quand il la filme en train de pleurer, après lui avoir mis le nez dans un peu trop de misère. Ah, voilà, c'est la scène dont je parlais, putain. Ah non, ça faut le couper, ça je veux pas. Écoute, bien sûr que si. Est-ce que tu sens une injustice? Ou encore quand il la surplombe Oui, mais je veux pas qu'on me voie chialer. C'est vraiment, je me souviens de la réplique d'après et tout. pendant qu'elle récure les chiottes par terre. Alors, évolution ruffinesque, carnavalesque. De souvenir d'ailleurs sur cette scène-là, il dit un truc en mode « Oh, ça me fait mal de voir une femme dans des rôles de ménage comme ça. » Je crois qu'il dit un truc comme ça, c'est... Pendant Bref. qu'elle récure les chiottes par terre. Alors, évolution ruffinesque, carnavalesque. Il précise grande bourgeoisie pour faire une distance avec eux. Oui, aussi, ça c'est déplorable un peu quand même. Version ruffinesque. Répartition plus juste des rôles sociaux ou juste délire ego trip. Eh ben aujourd'hui, papa, il va voir le shérif. Qu'est-ce qu'il fait, Robin des Bois, pour aller voir le shérif? Il se Oui, pour prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Vous l'aurez compris, le carnaval, c'est avant tout un moyen pour lui de se mettre en avant, de construire un personnage tellement providentiel qu'il n'y a plus rien de collectif. Les seuls moments où les pauvres sont invités à se déguiser eux aussi, c'est toujours quelques minutes à la fin des films, dans un dispositif pensé et organisé par Ruffin. Est-ce que ça serait pas bien de faire une assemblée des femmes, tu vois? En fait, c'est horrible, ça va sonner ultra profème. Mais je me souviens que quand j'avais vu cette scène, j'étais un peu ému. Vraiment, enfin, je sais pas, évidemment, ça semble ridicule comme ça, mais je sais pas, dans le reste du film et tout, je me suis dit... Ah, quand même, c'est une jolie scène, quoi. C'est une jolie mise en scène et tout. Ah, c'est sympa, quoi. Et C'est bref. elles qui prennent le pouvoir. Oui, Vanessa, est-ce que vous êtes souvent accueillis comme ça quand vous entrez chez les personnes âgées? Et surtout, c'est toujours pour compenser l'échec de transformation sociale que Ruffin a pitché au début du film. Parce que oui, tous les films de Ruffin foirent. Sur 4 films, 3 commencent sur un défi politique et tous le ratent. Au début de Merci Patron, il propose aux anciens ouvriers de LVMH, licenciés par Arnaud, de payer, d'acheter des parts de l'entreprise pour le confronter IRL à une réunion des actionnaires. Sauf qu'une fois sur place, c'est Ruffin tout seul qui se met à parler, à se foutre sous l'écran du grand patron. Résultat, il se fait dégager et le film doit revoir ses objectifs de révolte à la baisse. À défaut de faire reconnaître l'injustice à un groupe d'ouvriers... Après, c'est ce qui est un peu déprimant aussi, c'est que même parce que Ruffin, en plus, il a vraiment cette mentalité vieille gauche très... pas Charlie nécessairement, mais gauche très... on va faire des trucs populaires. Enfin, même, on parlait de ces affiches tout à l'heure, mais ces affiches où il y a full couleur, etc. Un truc très... la foule, faut du bonheur, etc. Des trucs du genre. La vérité, c'est pas nécessairement Roussel PCF, il est pas trop là-dedans, mais en tout cas un truc très il faut ramener du bonheur chez les gens, et en fait à chaque fois ces films ils foirent quoi, vraiment. Ah, on démarre. On se rabat sur un couple et leur fils, à qui il essaye de dégoter un chèque et un boulot. Il peut pas s'amuser à aller donner 40 000 € à tous les gens qui ont été licenciés dans des groupes. Donc à un moment donné, il est actionnaire. Vous avez la chance que ça se passe comme ça, mais pour les autres, c'est terminé. La porte est fermée. L'exception qui confirme la règle. Pareil dans Debout les femmes. Le but au départ, c'est valoriser les conditions de travail et l'importance des auxiliaires de vie en faisant une enquête sur leurs conditions de travail et des propositions de loi à l'Assemblée. Sauf qu'il a beau leur faire la morale. De toute façon, si vous vous bagarrez pas aussi pour pousser de manière différente, il n'y a rien qui adviendra. Le film n'a pas déployé concrètement de moyens pour elles de choisir ce qu'elles veulent, de s'organiser et d'agir. Or, la 5ème République, c'est des votes à l'Assemblée. Et ils ont l'avantage de montrer un truc,
tout seul, tu vaux toujours qu'une seule voix, ma gueule. Le film se termine sur une séquence édifiante où il reçoit pas le moindre vote pour ses propositions. Rejeté. 2707, même avis, même vote. 2708, même avis, même vote. Oui. 2720, même avis, même vote. Et il y a une séquence, il me semble aussi, où il est en commission, pas en sorte de commission d'enquête, mais je sais plus exactement, il commence à s'énerver en mode non mais vous en avez rien à foutre de toute façon. Enfin vraiment un truc du genre. Après, mon souvenir de Debout les femmes, c'est aussi qu'il y a une séquence qui est vraiment particulièrement marquante et particulièrement cool, où en gros, t'as François Ruffin, t'as une discussion entre François Ruffin et Bruno Bonnell. Et en fait, Bruno Bonnell, il explique pourquoi il est un peu plus basé sur ce sujet-là, parce que c'est un macroniste de merde, Bruno Bonnell, enfin on s'en branle de sa gueule et tout, mais voilà. Mais du coup, il explique en quoi il est quand même plus touché par ce sujet-là, c'est parce qu'en gros, il avait un fils qui est décédé prématurément, mais qui du coup a été chouchouté par son aide-soignante, et qu'il a vu du coup les conditions déplorables, et qu'il a vu à quel point son aide-soignante était ultra au fait. Et je vous avoue que quand t'as Bruno Bonnell qui donne ce témoignage-là, je vous avoue que vraiment, encore une fois, hein, c'est assez émouvant quand même comme moment de cinéma, quoi. Et je trouve que le film est assez réussi à ce niveau-là, même si du coup ça fait qu'il faut avoir aussi un discours en dehors du cinéma et en dehors de ce film-là pour comprendre les intentions de Bruno Bonnell et comprendre ce qu'il fait et comprendre à quel point, c'est pas non plus un type tout gentil non plus, Bruno Bonnell. Et que en vrai, il y a un moment aussi où il a rien foutu autour de cette loi, quoi. Rejeté. Parmi les pauvres qu'il met en scène dans ses films, Ruffin, c'est l'élu, le sauveur. À l'Assemblée, parmi la classe dirigeante, dominante, c'est personne. Donc à ce stade, on a vu que tout ce que son cinéma met en place le mène à sa perte. Se rêvant en médiateur au service du peuple, il donne surtout l'impression de chercher à se distinguer et à se légitimer comme un homme ayant un pied dans les deux mondes. Sauf que, loin d'être neutre, Ruffin a choisi son camp. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est pas celui des pauvres, c'est celui des riches. Concentré. Les droitards se bougent que quand ils sont concernés. Ouais. Il y a le cas aussi, il y a un cas assez reconnu. En tout cas, je l'ai vu dans le film De Gaulle de 2020, là, qui était le premier film que j'ai vu en sortie de confinement, où en fait, il y avait, pour le coup, De Gaulle, il était un peu plus impliqué dans les lois, j'allais dire contre les handicapés. Les lois pour l'acceptation, l'accueil des personnes handicapées, justement parce que sa fille avait un handicap sévère. Je sais plus exactement quel handicap c'était, mais en tout cas, du coup, il était quand même un peu plus impliqué sur ces lois-là, quoi. Et vous allez pas être déçus. Partie 3, les pauvres sont une majorité des individus. Oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est un vrai truc qu'on voit dans les films de Ruffin, quoi. Puis c'est dans l'intérêt du droitard de redorer son image dans un film de Ruffin, faut pas oublier ça. Aussi. Et tu vois que dans les conséquences et dans comment il agit, en soi, il en a un peu rien à... Enfin, c'est pas qu'il en a rien à foutre, je pense pas. Mais en soi, il n'est pas trop présent pour porter ce projet de loi-là. C'est-à-dire que c'est Ruffin qui doit le défendre à la radio et tout. Venez, on fait attention à la manière dont les riches sont introduits à l'image. Contrairement aux pauvres, qui sont montrés en quantité foisonnante comme un catalogue de misère interchangeable, les riches sont montrés dans leur singularité. On le voit dès Merci Patron, où Bernard Arnault devient carrément une icône pop avec plein de produits dérivés. Peu importe que ce soit ironique ou pas, l'effet est le même. Dans Je veux du soleil, l'antagonisme face aux gilets jaunes, c'est Macron. La scène, je suis désolé, mais là... Ironique ou pas, l'effet est le même. La scène de Ruffin au milieu du cadre avec la lumière au-dessus de lui, comme s'il avait une idée. Dans les cartoons, quand t'as une idée et que t'as une ampoule au-dessus de ta tête, entouré de gilets jaunes, je suis désolé, c'est un peu ridicule. Je sens qu'il essaye d'être ce man, mais c'est un peu ridicule, quoi. Du soleil, l'antagonisme face aux gilets jaunes, c'est Macron. Alors certes, c'est notre ops à toutes et tous, mais c'est juste un suppôt parmi tant d'autres du néolibéralisme. À part les interroger sur les détails les plus intimes et violents de leur parcours de vie, la seule question que Ruffin pose aux gilets jaunes, c'est... Si j'étais monsieur Macron, qu'est-ce que vous me diriez? Si j'étais Macron, qu'est-ce que je dirais? Même logique dans Debout les femmes, où Ruffin doit collaborer avec un député macroniste pour son enquête parlementaire. Et s'il vous plaît, regardez leur première scène ensemble. Tout est dit. Bruno Bonnell, je me dis putain, pourquoi ils mettent cette tête de con? Je me suis dit, bon, on va d'abord aller boire un café, on va voir qui est en face. En 1 minute, c'était plié. À partir du moment où on vient sur le terrain personnel, c'est les barrières politiques qui s'effondrent et on reconstruit autrement. Anecdote touchante, mais qui fait quand même vite oublier que ce type est littéralement celui que M6 a casté pour remplacer Donald Trump dans la version française de l'émission Capitalo Satanique,
The Apprentice. Il faut avoir cette obstination Il faut revoir les cours d'anglais, Maya, par contre. à réussir, à toujours aller plus loin. Même le meilleur n'est pas assez. Et cette logique culmine dans Au boulot avec la chouchoute de Ruffin, Sarah Salman. À l'époque, en plus, il y avait des rumeurs en mode ils sortaient ensemble. C'est vraiment un peu déplorable en vrai. Hein. On est tous pareil, aller au doublé au différent, c'est vrai. Les premiers plans du... Je sais vraiment pas s'il est naïf ou manipulateur, Ruffin, souvent. Je pense qu'il est un peu trop naïf pour son propre bien, et en même temps qu'il y a des moments où il est manipulateur. Je pense que ça dépend vraiment de semaine A, semaine B, quoi. Du film, elle est introduite comme un archétype très précis. Bimbo blonde du 16e, sac à main, petit chien, qui tape des croque-monsieur à 50 balles au Plaza Athénée. Et ça continue tout le film. Elle est gênante parce qu'elle prend en photo des PMU. Ah, PMU. Non mais on y va, tu vas frapper en tout cas. Elle sait pas cuire un œuf. Mais la cuisine, en fait, c'est voilà, moi je sais même pas faire cuire un œuf, quoi. J'ai même pas une casserole chez moi. Elle peut pas manger les muffins parce que c'est trop la bouffe de Lidl. Je te jure, je peux pas finir ça. Là, je peux pas. Pourquoi? C'est trop mauvais. Elle a pas la rêve du foot parce que elle, tout ce qu'elle a fait, c'est du golf et du cheval. Elle a fait de l'équitation en sport. C'est vrai? C'est un peu différent quand même. Non, à Deauville, j'avais testé le golf. Ah, le golf aussi. C'est le personnage Sarah Salman, quoi. Elle est attachante. Ça, par contre, c'est vrai à quel point il a iconisé Sarah Salman dans le film. Je trouve que... Bon, heureusement que c'est pas celui qui a le mieux marché, quoi. Partie 4, les riches ne savent pas, éduquons-les. C'est vrai que par contre, il est très dans une tradition aussi, Ruffin, des films sociaux français de... Non mais en fait, les pauvres, ils ont à apprendre des riches, mais les riches aussi ont à apprendre des pauvres. Parenthèse avant de continuer. Si vous aimez cette vidéo, Oui. likez, commentez. Mettez et des likes, surtout, les gens. Abonnez-vous. Moi, je mets un like. Vous savez pas comment ça aide une petite chaîne comme celle-ci. Ici, je fais des analyses de films qui déjouent l'ordre capitaliste, sexiste et colonial du monde. Écrire et réaliser des vidéos comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps. On est seulement 2 dans l'équipe. Donc si ça vous parle et que vous voulez voir plus de ces vidéos, vous pouvez soutenir financièrement notre travail en faisant des dons sur Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. En individualisant les puissants, en les personnifiant, Ruffin leur permet de dégainer le plus grand de tous les jokers de libéraux, conservateurs et autres lâches, le « je savais pas ». Après, je t'avoue que là, je suis un peu surprise de... J'avais pas mesuré les loisirs que ça se passait comme ça, quoi. Après, je pense qu'il y a un vrai truc où, effectivement, les riches ne savent pas. Genre, il y a quand même beaucoup de riches qui savent pas du tout que, en fait, leur existence naît d'un contexte qui fait que c'est les gagnants de l'histoire, de fait, mais qu'ils ont déjà gagné l'histoire, et que, bah, forcément, du coup, il y a des perdants. Mais je pense, enfin, c'est un truc tout con, mais quand tu commences à apprendre... bah, déjà, il y a aussi beaucoup de gens qui quand même savent ça, mais font avec. Tout comme tout le monde sait que ton téléphone, il est issu de l'exploitation des pays du Sud, etc., des trucs du genre. Mais tu continues ta vie quand même. Et il y a des trucs comme ça, il y a des trucs où des fois tu ne sais pas, et juste des fois tu ne sais pas les conditions de travail de tel truc, et du coup ça te dégoûte, etc. Bien sûr. J'estime pas mal, je pense. Puis comme nous, on sous-estime ce que c'est de vivre dans un pays ravagé par la guerre. Oui, voilà, c'est ça. Ça, mais ça les arrange de pas trop voir. Aussi, je pense que... Et puis je pense qu'il y a des moments en fait où on est dans une société tellement déshumanisée qu'à un moment donné, je veux dire, quand t'as ton livreur Uber Eats qui dépose devant ta porte ta bouffe, tu ne le vois pas, tu vois pas du coup toutes les personnes qui ont travaillé pour ça, qui ont cuisiné, qui du coup la personne qui t'a ramené ton truc, les personnes qui ont acheminé, enfin toute la chaîne de commandement qui a fait que t'as ton Uber Eats devant chez toi, donc forcément ça met du temps quoi. Les bons sentiments, l'individualisme façon film de Noël, ça marche bien sur les pros, oui, aussi. Je me rendais même pas compte. Moi, ça, je l'avais jamais vu en vrai. Ouais, bah ouais. Les barquettes de Monoprix, je pensais qu'elles étaient... C'était une machine qui les faisait. Ici, on l'entend en voix off sur des images où elle est en train de pioncer dans la caisse, toujours de Prolo, hein, attention. On a dit Prolo. De Ruffin, comme ton daron qui conduisait quand t'étais minot. Je comprenais pas pourquoi ils pinaillaient sur 2 ans de retraite en plus ou en moins. Maintenant, moi, je suis à l'usine à leur place. Je suis à 1 jour près. Traduction. En fait, Salman, c'est un peu l'innocence de l'enfant, spontanément suppôt de l'extrême droite. Oui, il y a une insécurité. Nous avons des mineurs qui sont extrêmement violents. Eh bien, ils doivent... Surtout, Salman, c'est une avocate. Genre, au bout d'un moment, c'est pas juste quelqu'un qui est banalement de droite parce que la personne a vécu dans sa bulle, etc. C'est quand même une avocate, tu vois. Genre, c'est... Et encore une fois, moi, en fait, quand elle dit « je suis de classe moyenne », évidemment, elle a tort.
Mais j'entends ce qu'elle veut dire, parce que je crois qu'elle le justifie en mode non mais j'ai pas de yacht, j'ai pas de machin, quand je voyage j'étudie quand même un petit peu la question, etc. Des trucs du genre. Et je vois un petit peu ce qu'elle veut dire, mais pour autant, bah oui évidemment elle a pas connu la misère. Je pense qu'il y a un vrai truc aussi, et moi typiquement je sais que je suis dans cette catégorie là de privilège. C'est une question toute simple, c'est est-ce que tu as déjà eu faim et sans avoir la possibilité de manger. Et ça, je pense que c'est un vrai truc où moi, typiquement, j'ai jamais vraiment eu faim sans avoir cette possibilité-là de manger, quoi. Je pouvais toujours manger à ma guise. Évidemment, il y avait des moments où, genre, j'oubliais de manger comme ça, parce que j'oubliais, et puis voilà. Mais je pense que c'est une vraie question où, à un moment donné, il faut se la poser en termes de privilèges. Et je pense pas que Sarah Salman ait déjà eu faim dans sa vie. Une question qui d'ailleurs pop grâce au jeu vidéo Metal Gear Rising Revengeance, où c'est une question qui est posée de Raiden au politique qui ressemble à Armstrong, qui ressemble à François Hollande. Bref, pardon, petit tunnel. Si nos médias montraient la vie de Monsieur Tout-le-Monde, peut-être qu'il se rendrait plus compte. Oui. Après, en même temps, c'est aussi ça, c'est-à-dire que à un moment donné, quand tu es avocate et que tu vis dans ce monde-là, et que tu vis dans un monde où ta sociabilisation, c'est CNews, les images du coup qui sont montrées par CNews, et ce qui se dit dans ton cercle proche de cabinet d'avocats, bah évidemment que tu vas avoir une vision différente du monde aussi, quoi. Le lore aisé plus, les inégalités deviennent zinzin, tu gagnes 6000 mais tu connais quelqu'un qui gagne 20, il t'a invité chez un de ses potes qui gagne 150 sur son yacht. Bah oui. Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les inégalités ça va très très vite, quoi. Et c'est très, enfin, c'est vraiment des paliers pour le coup. Donc je vois ce qu'elle veut dire par classe moyenne dans son milieu. Mais j'entends un petit peu, hein. Mais après, bon, évidemment, c'est indécent. C'est vraiment indécent, bien sûr. On va avoir une sanction ferme et les parents aussi. Pendant ce temps, les enfants qui sont à Stan, en prépa, ils sont pas en train de dégrader des voitures dehors. Ils étudient et ce sont eux les futures élites de France dont on a besoin. Mais heureusement, Dadji Ruffin est là pour l'éduquer et la ramener à la raison. Ce que rejoue la mise en scène, c'est l'idée que le racisme et le suprémacisme de race, de classe et de genre seraient des élans humains, naturels, issus de l'agriculture biologique. De base, quand on est tous racistes, chroniqueurs d'extrême droite. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, ça par contre. C'est que, bah oui, il y a un conditionnement. Après, là, c'est la question, c'est est-ce que Sarah Salman est consciente du fait que ce racisme vient d'un conditionnement. Et ça, je ne sais pas si elle en est consciente. Pour autant, ce que je vois aussi, c'est que, bah, au bout d'un moment, encore une fois, moi je reprends ce truc, hein. Tu es avocat. Tu vois, il y a quand même un vrai truc de tu es avocat, tu es censé tout de même comprendre un petit peu des trucs dans le monde, quoi. C'est quand même des métiers d'intellectuels ultra sérieux et tout. Tu es quand même censé comprendre des trucs, quoi. Son père a une page Wikipédia bien fournie pour quelqu'un de classe moyenne, bien sûr. Avocat de quel milieu aussi? Je sais plus exactement dans quoi elle évolue en tant qu'avocate. On est tous le riche et le pauvre de quelqu'un d'autre. Bon, je suis pas sûr, hein. Je pense que Jeff Bezos, il est pas non plus... Bah, c'est qui maintenant l'homme le plus riche? C'est Elon Musk. Mais je pense que lui, ça va, quoi. Après, moi, j'ai les souvenirs, évidemment, de... Putain, comment il s'appelle? C'est Diogène, c'est ça? Diogène face à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui dit je peux te donner ce que tu veux, parce que voilà, je suis philosophe. Tu es philosophe qui m'a tant appris. Et Diogène qui dit bah, éloigne-toi, tu me caches le soleil, quoi. Il y a toujours un truc de rapport, de richesse aux autres, etc. qui peut être présent. Même si, bon, ça fait très discours, ils ont rien mais ils donnent tout. Donc, je sais pas trop. Ce qui change, c'est à quel point on a été éduqués ensuite. Tu m'as fait comprendre. Franchement, c'est une évolution personnelle, une espèce de conversion ruffinesque. Or, leur tendre la perche pour dire qu'ils savaient pas, c'est un contresens stratégique immense. Oui. Les puissants savent parfaitement que les pauvres souffrent. Ils y travaillent activement, car c'est précisément de cette misère qu'ils tirent leur richesse. Et c'est pile à ça que sert CNews, BFM, LCI, Quotidien, blablabla. Mais quand t'as un Ruffin, l'ingénu, qui te sert sur un plateau, un cinéma qui dit « Les riches ne savent pas, présentons-leur un catalogue de pauvres pour les faire pleurer, les choquer et ainsi leur prouver qu'ils ont tort », alors ils jouent le jeu de CNews et banalisent leurs idées. Le cinéma de Ruffin insinue que leur propagande doit être discutée, débattue sur un terrain de rationalité, alors qu'on est face à une machine à produire tout le temps des contre-vérités. Leur stratégie, c'est justement de saturer le débat de délire. S'ils n'ont pas de travail, ils seront payés avec les allocs. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai cette histoire-là. Le temps que tu répondes à une contre-vérité, elle a eu le temps d'en inventer 5. On a aussi la vie qu'on décide d'avoir.
Le plus insupportable dans cette démarche du cinéma de Ruffin, c'est la déshumanisation des pauvres, à qui revient finalement la responsabilité de soigner les lubies malades des riches, en les convainquant qu'ils souffrent vraiment, qu'ils sont pas paresseux et qu'ils ont du mérite. Il y a une bonne volonté de faire des choses, moi j'apprécie. Bah oui. Il y en a plein, hein. Il y en a plein dans les cités. Et quand Salman sort un nouvel argument, eh ben on va trouver un autre pauvre qui illustre encore plus que ça aussi, c'est pas vrai. Fondamentalement, ce dispositif, il a besoin du... Et globalement, je trouve que c'est aussi la limite qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, pareil, hein, Salman, elle l'aborde aussi comme ça. Hein. Salman, elle l'aborde à un moment où, en fait, t'as Ruffin qui lui dit « Non, mais tu vois bien que tous les pauvres, quand même, ils sont en galère, etc. » Et Salman qui dit « Non, mais c'est ceux que tu m'as montré. Ceux que tu m'as montré, oui, ils galèrent et tout, mais au bout d'un moment, oui, il y a des assistés, etc. » Et dans son mode de pensée, c'est un peu imparable, quoi, comme argument, mine de rien. Qui illustre encore plus que ça aussi, c'est pas vrai. Fondamentalement, ce dispositif, il a besoin d'une surenchère Mais non, Ruffin est un vrai populiste, c'est les pauvres s'en gagnent pas. Bah oui. de souffrance, de misère, pour convaincre les riches que les pauvres sont méritants. Une veste balmain beige en taille 34, bon ça je l'ai en toutes les couleurs, il me manque la beige. Moi, je trouve ça pathétique. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que ta vie est un peu triste que tu te rattrapes sur des trucs comme ça. Moi, si j'avais été avec elle dans cette cuisine, bon déjà, je l'aurais pas invitée, mais vas-y, j'aurais juste rappelé que c'est le vieux monsieur qu'elle a lavé, les ouvriers qui mettent 4000 poissons en barquette par jour, le gars qui livre 50 colis en 30 minutes, c'est eux tous là qui lui payent son 50e sac. 2890 pour la veste. Donc ça va. Quand à la fin du film... C'est pas loin il y en a pas tant de Burgalassi. Ouais, alors après, ça c'est sur le truc racisme, c'est ça, en mode... sur l'immigration de masse, etc. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que, bah oui, c'est des arguments un peu de merde de dire non, mais l'immigration de masse, il y en a pas tant que ça, et puis les gens foncent sur les chiffres. Et c'est pareil pour le truc des assistés. C'est-à-dire que, admettons, tous les chômeurs sont des assistés, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, vraiment. Genre, au bout d'un moment, c'est des gens qui sont en galère, et je peux vous dire que vivre au RSA, c'est pas simple, quoi. Vraiment, hein. Salman en a marre du tournage et se tire. Il décrit sa réaction comme si c'était un trouble de la personnalité multiple. Plus ça allait, plus avec les gens, elle était sympa. On avait la gentille Sarah, on allumait la télé, on retrouvait Cruella, quoi. Alors que bien sûr qu'il y a deux Sarah, c'est logique. La politique, c'est pas une question de morale individuelle, de personnalité, c'est une question d'intérêt à défendre. Et puis c'est une question d'apparence aussi. Ouais. L'appareil dominant dont fait partie Salman a très bien compris quelle est sa meilleure arme pour défendre ses intérêts. Créer des machines médiatiques à produire une chose en particulier, le racisme. Pourquoi ? Pour diviser les classes populaires. Pourquoi on a besoin du racisme ? Parce qu'il y a une question qui peut paraître bizarre de le dire. Pourquoi les gens sont racistes ? Non, pourquoi ? Olivier Marbeuf, qui est du coup est producteur de cinéma, qui a produit notamment un film qui s'appelle Coup tes voix, qui avait un poil fait parler de lui récemment, et que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment chouette. Pourquoi on a besoin du racisme ? Pour éviter les alliances de classe. Ça sert juste à ça, en fait. Parce que sinon, en fait, les classes populaires blanches se retourneraient contre ceux qui accumulent toutes les richesses dans ce pays. Après, je comprends, la classe moyenne, c'est une bouffonne avec un accent ridicule à la zéro goût, zéro culture. Elle va en soirée, Galerie Lafayette, tentative de coupe. Non, quand même. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. Les milliardaires se protègent avec le racisme. Partie 5, la nullité de l'antiracisme de Ruffin le mène à sa perte. C'est vrai que, bon, c'est quand même... Au d'un moment, même les gens qui défendent Ruffin, etc., tout ça, il y a quand même un vrai truc de... oui, l'antiracisme, il est pas à la page, quoi. Si Jean-Baptiste, ça s'est terminé. D'ailleurs, j'espère que ça s'est bien terminé. J'ai vu que t'étais passé vite fait, police. Depuis le début de cette vidéo, vous avez probablement remarqué l'absence flagrante des personnes racisées dans les images que je vous montre. Et c'est pas mon choix. C'est le cinéma de Ruffin qui est comme ça. Sur 4 films... Il y en a un peu, quand même. Mais c'est vrai que, bon, je vais pas m'amuser à compter les noirs dans les films de Ruffin, je suis pas Brégodo non plus. 6 heures de contenu, des centaines de visages qui défilent. Les noirs, les arabes, les asiates, ils tiennent sur les doigts d'une... Allez, je vous donne aussi la droite. Et rien n'est plus parlant que les discours produits sur eux. Regardez cette séquence avec un cuisinier afghan qui explique avoir traversé 11 pays et a dû arrêter les études pour bosser. Puis maintenant, vous produisez pour la richesse nationale. Oui, voilà. Et vous payez des impôts et vous cotisez. Ça, qui répond ça ? Personne. Parce qu'en vrai, c'est pas aux cuisiniers afghans que Ruffin s'adresse à ce moment-là. Ses interactions avec les travailleurs racisés se contentent de répondre aux arguments qui obsèdent les racistes. Et regardez la mise en scène, c'est édifiant. Quand ils demandent leur origine aux gens et qu'un autre cuisinier répond aussi afghan, là ça coupe littéralement en mode « Non c'est bon, l'Afghanistan on a... » Oui, on a déjà assez de quotas. Compris. C'est Haroun qui vous a amené ici ? Les deux, c'est comme ça. Moi, j'ai fait les pâtissières, je suis d'origine italienne. Un Italien s'apprête à parler,
Et là, il répond. Il y a un Français ici ou pas? Oui, c'est là-bas. Il est là, le Français. Ah bon, il y a un Français en cuisine alors. On a vraiment l'illustration Oh du... là là. On a un témoignage d'étranger, c'est bon, on est carré jusqu'à dans 2 films. Dans tout le film sur les Gilets jaunes, Ruffin interroge un seul militant racisé. Et il lui demande si ses camarades sont racistes. Quand on s'appelle Khaled, on va dans un mouvement de facho? Ouais, justement, dès que j'ai entendu le mouvement de facho, je suis venu voir. Et c'est pas ce que j'ai vu, quoi. Des gars comme ça, je suis loin d'être facho, c'est la famille pour moi. Voilà. Non. Est-ce que ce maghrébin a été bien ou maltraité par les Gilets jaunes? La question, c'est pas le racisme interpersonnel, c'est de voir que les Gilets jaunes, ça a été un moment d'alliance des classes où, pour une fois, les Noirs, les Arabes et les Blancs se sont retrouvés dans la lutte commune et ont dit « notre problème, c'est les riches ». Et puis surtout, enfin, il y a un vrai truc aussi où même cette fétichisation-là, enfin, il y a un peu une sorte de rebours où ça devient du coup de la fétichisation bizarre, et surtout où t'as ce truc de, du coup, le militant racisé, pardon. Je sais que racisé, voilà le terme, bref, vous, et les débats de con, bref, mais les militants racisés sont mis en avant uniquement pour leur couleur de peau, quoi, pour le coup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'individualité en dehors de ça, et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un truc qu'on note beaucoup dans les films de Ruffin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des Noirs et des Arabes, etc., et des personnes asiatiques, tout ça, on va parler de ça, on va parler de leurs origines, etc., et puis voilà, quoi. Mais pas trop non plus, quoi. Pourquoi Ruffin comprend pas ça? Parce que ça va pas dans son storytelling. Comprend pas quoi que le racisme. Je sais pas, il veut récupérer les blancs racistes, et pour récupérer les blancs racistes, il veut pas trop les froisser, quoi. Je pense qu'il y a de ça, hein. C'était pas de la récupération, en plus, le côté facho des gilets jaunes, genre l'extrême droite voulait se l'accaparer. Oui. Bah oui, parce que les gilets jaunes qu'on voyait beaucoup à la télé, c'était pas mal des blancs. Et en même temps, oui, il y avait des personnes racisées aussi, quoi, bien sûr. Mais bon. Monsieur Paf considère que les débats antiracistes sont des trucs de con, cancel. Mais après, les gilets jaunes, moi je me souviens plus trop de la période gilets jaunes, je vous avoue. C'était une période où moi j'étais étudiant et tout. Mais il y a aussi un vrai truc où il y avait des critiques qui étaient faites autour des gilets jaunes en mode... mais c'est pas que c'est normal, c'est qu'il y a aussi un vrai truc autour des mouvements de grève de manière générale, en mode non mais qui peut se permettre de se mettre en grève, quoi. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre du tout de se mettre en grève parce qu'ils ont vraiment besoin de thunes, quoi. Mais j'entends le truc. Après, bon, dans le cas des gilets jaunes, je sais pas si c'est le plus pertinent, quoi. Surtout que c'est un mouvement populaire, aucun camp qui se reconnaît de la masse peut faire l'impasse. Oui, il y a de ça aussi, quoi. Je peux te dire que les riches, ils se sont dit plus jamais ça. Hein. Donc très vite, les gilets jaunes, il faut en faire des racistes. Très vite, on les pousse, quoi. On cherche tous les trucs qui déplacent ceux qui sont venus dire, qui n'étaient pas arrivés depuis très longtemps en France, c'est de dire notre problème, c'est les riches. Et Bolloré, il va mettre le paquet pour qu'on n'ait plus d'épisodes de ce type-là qui se reproduisent. C'est pas un hasard cette manie de ramener le racisme non pas à des structures idéologiques, médiatiques, mais à des questions d'anecdotes personnelles. Regardez ici. Profitez-en d'ailleurs parce que c'est à Grigny, c'est la seule banlieue qu'on voit dans toute sa filmo. On voit plus, peut-être, et moi la première, les aspects négatifs des cités. En soi, le côté négatif, il est montré pourquoi? Parce que c'est de l'insécurité. Voilà, c'est l'insécurité, donc c'est montré. Le positif, la conclusion là immédiate qui est donnée, c'est un peu... On va pas venir avec une caméra filmer tous ceux qui vont chercher du travail ou quoi que ce soit. Si c'est censé être un médiateur, let's go. Il y avait un boulevard pour confronter une agente du système de désinformation à une vraie discussion responsabilisante, politisante, avec des jeunes racisés. Mais non, on a dit la pédagogie, c'est qu'avec les racistes. D'ailleurs, j'en profite, mais même s'ils n'ont pas l'air d'exister dans la réalité de Ruffin, dites-lui bien qu'ils existent les Arabes et les Noirs dans ce pays qui ont très bien compris qu'on parle pas avec l'extrême droite. Hein. Ah bon, en fait, vous êtes genre les gens qu'on n'aime pas en fait à la télé. C'est-à-dire c'est les gros bâtards du Front National, t'es pas le bienvenu, vous êtes pas le bienvenu. Dans ces films présentés comme de grandes enquêtes sociales, François Ruffin ne parle jamais des spécificités des problématiques subies par les personnes issues de l'immigration post-coloniale en France. T'abuses et je parle du racisme, j'ai demandé à Khaled s'il allait bien. Pourtant, dans ses discours, Ruffin, il sort que des noms de Harbi. Les Loïc, les Khaled, les Kamel, les Marie, je vous aime. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il force à mort là-dessus, sur ce côté-là, dans son name drop de prénom à chaque fois, c'est insupportable. Mais alors qu'en vrai, oui, dans ses films, sinon, il en rencontre pas tellement, quoi. Mais bon, c'est... Bref. Pareil dans la conclusion de Boulot, qui est la première fois du film où ça parle de racisme. Avant, c'était les salariés, les assistés. Maintenant, c'est les immigrés, les étrangers, les habitants des quartiers. Ce qui est encore pire. À la fois, il dit les représenter,
À la fois, ils sont tellement peu, avec des problématiques tellement niées, qu'ils n'existent presque plus. Et comment croire que tout ça, c'est juste du cinéma? Ça produit pas d'effet dans le réel, quand on sait que le réalisateur a foot lors des manifs antiracistes. Une dernière question, vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire Je que vous l'avez signé... J'irai pas dimanche, je joue au foot. Oh là là. En vidant... Et la réponse de merde, hein, vraiment. Au bout d'un moment, il peut dire oui, je suis pas dispo, mais je suis de tout cœur avec les manifestants. Enfin, c'est... Ah, la réponse de merde, c'est vraiment un con, quoi. L'écran d'une immense partie des Français et des racisés en disant n'importe quoi aux rares qui sont... Oui, c'est encore pire. Dans mon souvenir, il était un peu con, mais ça va. Bon, après, là je crois qu'il a vite fait un montage et tout, mais vraiment, quoi. Mais franchement, je trouve ça dingue parce que au bout d'un moment, dire c'est pas mon truc et pas comprendre ce qui se passe et tout, ou alors juste tu dis moi le week-end, je suis vraiment pas trop dispo, mais je suis de tout cœur avec cette marche, évidemment, quoi. Au montage, en ne cherchant jamais le collectif, Ruffin choisit son camp, la gauche morale, c'est-à-dire une gauche incapable de concevoir les structures de pouvoir et les articuler entre elles. Une gauche qui ne cherche pas une rupture avec le statu quo capitaliste, raciste et patriarcal, mais qui vise des petits ajustements de mots, de comportement avec l'ordre établi. Son espèce. Oui, comment dire, Ruffin n'est pas non plus dans... Mais même dans son... Enfin, il n'est pas non plus... Il n'est plus, du moins, dans un anticapitalisme revendiqué, quoi. Vraiment, hein, il est juste en mode non, mais on va modifier le capitalisme. Après, enfin, LFI, ils sont beaucoup là-dedans, même s'ils ont des propositions plus radicales quand même que Ruffin, quoi. LFI, ils sont en mode on peut essayer de modeler le capitalisme aussi, des trucs du genre. Mais bon, ils sont keynésiens, quoi. À donner des leçons à la France entière qui galère. Je dis pas qu'elle va devenir de gauche, mais au moins du respect pour les gens, en fait. Tu restes un peu en surplomb sur l'humanité et que tu continues à la juger. En fait, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question d'attitude par rapport aux gens humains. Je propose... Ah, lui, il est vraiment en mode j'ai des amis de droite. Après, enfin, je pense... on a tous des amis de droite. Non, mais par contre, je pense qu'on a tous un peu des amis où on est vraiment pas full sur la même position, quoi. Et c'est normal. Mais après, bah oui, quand tu l'exprimes... Enfin, quand t'es un responsable politique, t'es pas censé t'exprimer sous ce genre de termes-là aussi, quoi. Puis vraiment, enfin, je pense qu'il y a une limite à un petit peu tout le monde. Moi, j'ai des amis, typiquement, ils sont très... Bon, notamment un, je pense que certains le reconnaîtront, est très en mode faut charbonner, etc. Très économiquement, machin, pas terrible, mais pour autant, il y a des valeurs cardinales qui guident ma vie, où à un moment donné, je peux pas être pote avec certaines personnes, quoi. Je peux pas être pote avec des personnes qui sont racistes, qui sont homophobes, qui sont islamophobes, enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. Surtout, tu peux prendre une excuse en mode j'ai un rendez-vous important prévu depuis longtemps, malheureusement. Mais bien sûr. Mais Mélenchon a dit qu'il avait des amis de droite aussi. Bah oui. Puis ça dépend de ce que tu mets dans droite, quoi. Il y a une droite quand même assez respectable et il y a une droite quand même qui est moins pire que l'autre, quoi. Enfin, qui est moins pire que toutes les autres. D'insérer le mot dignité après le mot attractivité. Pour 128 contre 0, donc l'amendement est adopté. Oh là là. Oui, c'est sa victoire en plus, c'est de dire il faut mettre dignité. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce film est de gauche parce qu'il y a des pauvres, des arabes, des noirs ou une manif, envoyez-lui cette vidéo. Ce que j'essaye de montrer avec chaque vidéo sur cette chaîne, c'est que le cinéma a infiniment plus de moyens, dans le fond comme dans la forme, d'inventer, de raconter de nouveaux récits de solidarité. Des perspectives sérieuses de lutte collective et émancipatrice. Je vous donne un exemple concret dont on a parlé dans cette vidéo, le déguisement. En fait, le déguisement, ça peut être une vraie piste pour un cinéma populaire et décolonial. Dans ma vidéo sur Bruce Lee, j'ai montré qu'il l'utilisait comme un outil de lutte efficace pour remonter tout en haut de la pyramide, aller trouver direct les colons, les patrons et détruire toute la... Il y a ça même dans la série Lupin aussi, quoi. La série Lupin, elle montre quand même que justement grâce à un déguisement, ça peut être ça peut être quelqu'un de tout en bas, etc. L'homme de ménage, ça peut être aussi un grand riche, etc. Juste il suffit de faire semblant et tout, quoi. Ça aurait pu être un bon exemple, Maya. Dis Lupin, la série Lupin. La structure de domination. Dis Squid Game aussi. Et quand c'est utilisé pour nous prendre pour des cons...
Le cabinet de François Ruffin va jusqu'à analyser le style vestimentaire du député. Ah bah en vrai, enfin Monte Cristo, c'est quand même beaucoup, enfin Lupin du coup la récente interprétation d'Omar Sy, etc. C'est quand même très inspiré aussi de Monte Cristo dans le côté déguisement, dans le côté gentleman, à mort, etc. Et ça c'est un vrai truc aussi quoi, bien sûr. Afin d'en faire un président potable aux yeux des Français. Sur le terrain et dans les médias de gauche, chemise, pull, veste en cuir, jean, chaussures intermédiaires. Attention à ne pas faire bobo. Il faut être en grève. Je trouve ça vachement symbolique que ça se joue sur les péages. Parce que d'abord, c'est un signe de la féodalité, le péage. À l'Assemblée, dans les cérémonies. J'ai une veste très similaire à François Ruffin, sachez-le. Officielles et les médias dominants. Chemise, veste, costume, pantalon uni foncé, chaussures de ville. Je considère qu'on a rempli quand même une part du contrat. Allez voter en 2027, abonnez-vous, et moi je vous retrouve à la rentrée. À bientôt sur Virage. Et bah très bonne vidéo, bravo Maya et Kamel, vraiment très bonne vidéo. Franchement bah je vous invite tous à aller liker la vidéo parce que je trouve ça vraiment bien. Franchement foncez voir tout le travail de Virage. Est-ce qu'on a vu Ruffin et Paf au même endroit en même temps? Je vous jure, à un moment je montrerai cette chemise là, c'est chiant, je sais même pas parce que je l'ai rangée. Mais je l'ai cette chemise, et en tout cas j'ai une chemise très similaire. mais franchement, très bonne vidéo. Et effectivement, bah oui, il faut faire attention, bah surtout, c'est quand même assez rare d'avoir des gens qui sont politiciens et en même temps documentaristes. Et un film en dit généralement beaucoup plus sur son auteur que ce que son auteur a pu voir. Donc là, ça veut dire qu'on voit aussi énormément, grâce à ce film-là, tout ce qui ne va pas dans les films de François Ruffin également, quoi. Donc vraiment, c'est tant mieux, et je trouve ça chouette d'avoir une analyse comme ça. J'invite également du coup à lire l'article dont apparemment ça serait le plagiat, mais bon, de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu de l'article de cinéma et politique qui est sur revue des... J'ai encore oublié le nom, revue des livres et des idées, c'est ça je crois. Franchement, ça a l'air assez éloigné quand même dans l'analyse. Mais franchement, j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo, c'était très bien. En tout cas, Ruffin, bon, peut-être que ça serait un bon réalisateur, quand même, moi je retiens ça, c'est que c'est quand même un plutôt bon réalisateur en termes formels. Mais par contre, je pense pas que ça fasse un très bon président.